Salut tout le monde, aujourd'hui on va continuer la série de portraits sur... Non attendez, il y a quelque chose qui va pas... Ah ouais, je sais. Salut les petits clous, aujourd'hui on va continuer la série de portraits sur les grands personnages qui ont marqué le monde de l'occultisme et de l'ésotérisme. La première vidéo était consacrée à Aleister Crowley et dans celle-là, on va s'intéresser à un homme dont Crowley disait qu'il était la réincarnation, Eliphas Lévi. Dans un premier temps, on va traverser la vie complexe de ce personnage et ensuite on va s'attarder sur ses enseignements occultes et sur sa philosophie. C'est le 8 février 1810 dans la ville de Paris que naît Eliphas Lévi, qui pour l'instant porte son vrai nom, Alphonse Louis Constant. Il est fils de cordonnier et vit dans une famille très modeste, mais vraiment très modeste. Dans son quartier, il y a un prêtre au grand cœur qui souhaite donner une certaine éducation aux enfants issus de familles pauvres et ouvre un collège dans lequel sera inscrit Alphonse Louis Constant. Il passe une enfance plutôt classique et à 15 ans, il entre au séminaire avec l'objectif de devenir prêtre. Pour ça, il étudie la philosophie, la rhétorique et la théologie et il est nommé sous-diacre puis muté à Saint-Sulpice pour être chargé de l'éducation religieuse des jeunes de la paroisse. Quelques années plus tard, à l'âge de 25 ans, il va tomber amoureux d'une élève, Adèle Allenbar. Ils vont avoir une belle petite relation et la même année, il passe de sous-diacre à diacre. Alors, on pourrait penser que 1835 était une bonne année pour l'ami Alphonse et que l'avenir lui paraissait radieux, mais en fait, Adèle Allenbar se barre sans vouloir faire de jeu de mots pourris et ça, Alphonse va avoir du mal à l'accepter. Il va perdre sa vocation et quitter le séminaire pour reprendre une vie de laïc. Et cette nouvelle va tellement bouleverser sa mère qu'elle va se suicider. C'est-à-dire qu'une année, il va vivre une histoire d'amour complètement folle avec une élève, il a une grosse promotion et commence à grimper dans les échelons, et dans la foulée, sa copine fout le camp, il quitte le séminaire parce qu'il perd sa vocation, et sa mère se suicide parce qu'il a quitté le séminaire. Ouais. La vie, c'est chiant des fois, c'est vrai. Suite à ça, Alphonse végète un peu dans Paris. Il squatte un pensionnaire, fait des petites illustrations pour des journaux, histoire de gagner 4 sous, et il se questionne à propos de son rejet de la religion. Bon, finalement, il va à l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes et s'y installe quelque temps. Là, c'est un petit peu le début du changement pour l'ami Alphonse. Je dirais même que le changement, c'est maintenant, parce que dans l'abbaye de Solesmes, il y a une très grosse bibliothèque avec des textes anciens, des textes apocryphes et surtout des textes gnostiques d'auteurs comme Basilide ou Valentin qui sont à la base de cette doctrine. Il va s'enfiler quelques-uns de ces bouquins, mais ça ne va pas durer très longtemps. Il va y avoir quelques soucis avec l'abbé et il va s'en aller pour devenir professeur dans un collège religieux à Créteil. En 1841, il écrit son 3e livre intitulé « La Bible et la liberté ». Il y fait une critique du dogme catholique et invite les fidèles à se diriger vers une sorte de christianisme plus primitif. Voilà, c'est un peu une invitation à laisser tomber le catholicisme pour retourner aux sources de la religion. Et ça ne va pas passer du tout auprès des autorités, mais alors vraiment pas du tout. Il est immédiatement viré de son poste de professeur et il se mange une peine de 8 mois de prison ferme avec une amende de 300 francs. Le truc, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'argent, du coup il transforme l'amende en prison et la peine passe de 8 à 11 mois. Une fois derrière les barreaux de la prison Sainte-Pélagie, ça se passe assez moyennement. On va pas se mentir, les mecs pour se détendre, ils font pas des monopolies là-bas, ok ? Donc il va devenir assez rapidement le souffre-douleur. Il va se réfugier dans la littérature ésotérique dès qu'il en a l'occasion. Une fois sorti de geôle, l'évêque de Rouen veut bien l'engager pour qu'il devienne le peintre d'une église à Choisy-le-Roi. Mais comme son bouquin n'est toujours pas passé auprès des autorités, il lui demande de changer son nom et de se faire passer pour l'abbé Beaucourt. Une fois au boulot, allez savoir pourquoi ses collègues commencent à se montrer un petit peu hostiles envers lui et commencent à fouiller dans son passé. Alors je sais pas s'il y avait une taupe dans l'équipe ou un mec qui avait le nez fin, mais en tout cas il découvre assez rapidement qu'il ne donne pas sa véritable identité. L'information sort dans la presse et Alphonse se fait virer manu militari. Il se met à parcourir la France et vit quelques histoires amoureuses avec des femmes, mais bon, globalement c'est plus des galères que des histoires. Il est en couple avec une certaine Eugénie Chenevier qui attend un enfant de lui,
mais il a aussi une maîtresse, Marie-Noémie Cadio, de son vrai nom Claude Vignon. Le problème, c'est que le père de Noémie Cadio apprend qu'elle a une relation avec Alphonse et il l'oblige à l'épouser, sinon il fait un scandale pour détournement de mineurs. Ouais, Noémie Cadio a 18 ans et à l'époque, la majorité était à 21. Du coup, Alphonse abandonne sa femme qui est enceinte pour se marier avec Noémie Cadio et ne pas se prendre un procès pour détournement de mineurs. Ah non, mais je dirais pas qu'il a une vie de merde, mais pas loin, hein. Et en plus de ça, quand tu vois le physique de Noémie Cadio, je pense qu'à la maison, il devait pas l'ouvrir souvent, le pauvre Alphonse. Bref, il s'installe avec sa nouvelle femme et il se met un petit peu à la politique, mais du côté dissident. Il crée un club sur le sujet et sort quelques écrits. Et là, bim, 1 an de prison ferme et 1000 francs d'amende. Sa femme arrive à faire baisser la peine à 6 mois parce qu'elle est enceinte, mais malheureusement leur enfant va mourir à l'âge de 7 ans. Je suis en train de me dire que un mec passionné d'ésotérisme qui se met à écrire sur la dissidence politique, ça me rappelle vaguement quelqu'un. Ouais, si vous n'êtes pas encore au courant, je vous mets le lien de ma chaîne politique dans la description. Bon, cette fois, quand il sort de geôle en 1848, il écrit un dernier livre politique qui s'appelle Testament de la liberté. Il quitte sa femme et se lance à fond dans l'occultisme. C'est un nouvel Alphonse tout neuf qui a décidé de changer de vie et après quelques années d'enseignement occulte, il est initié à la Rose-Croix de Lausanne en 1843. Il parcourt l'Europe pour rencontrer des praticiens et comprendre ce qu'il appellera plus tard le grand œuvre. En Angleterre, il va même se livrer à de la pratique théurgique. C'est de la magie cérémonielle qui consiste à invoquer un esprit et ça va marcher. Il va entrer en contact avec Apollonios de Tyane, un philosophe grec néo-pythagoricien qu'Alphonse va désormais considérer comme son guide. En 1854, il écrit un livre majeur dans l'histoire de l'occultisme, Dogmes et rituels de haute magie. D'ailleurs, à partir de là, son nom d'auteur devient Eliphas Levi Zahed. C'est la traduction en hébreu de ses véritables noms et prénoms. Ce livre lui rapporte un petit peu d'argent et 5 ans plus tard, il en sort un autre qui s'appelle Histoire de la magie. Ça commence à rouler pas trop mal pour lui et en 1861, il est initié à la franc-maçonnerie dans une loge qui s'appelle la Rose du Parfait Silence. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il ne débarque pas dans la franc-maçonnerie en étant un cherchant humble, mais plutôt comme un érudit venu livrer sa connaissance. D'ailleurs, il prononcera cette phrase devenue célèbre. « Je viens apporter au milieu de vous les traditions perdues, la connaissance exacte de vos signes et de vos emblèmes, et par la suite vous montrer le but pour lequel votre association a été constituée. Car la rose et la croix m'ont tout donné. » En fait, le mec, c'est un peu le Zlatan Ibrahimovic de l'occultisme. Tu sais, c'est le mec qui débarque. Hein? Non, mais fermez, oui, non, mais fermez-la, tous. Vous fermez, je vais vous expliquer. Suite à la sortie de ses bouquins, ça lui a évidemment construit une très belle réputation et il n'a plus besoin de parcourir l'Europe pour chercher des enseignements. Au contraire, maintenant ce sont les érudits de toute la France et de toute l'Europe qui viennent le voir pour qu'il leur enseigne l'occultisme. Il va très bientôt quitter la franc-maçonnerie parce qu'il explique qu'à cette époque, elle est divisée entre les anticléricaux et les partisans de l'héritage de la tradition chrétienne. Et ça, c'est un truc qui le gonfle. À partir de 1870, sa santé commence un petit peu à décliner. Il a des fièvres persistantes, des maux de tête réguliers, des bronchites en veux-tu, en voilà. Bref, ça commence à se faire vieux et en plus de ça, en 1871, l'insurrection de la Commune de Paris le plonge dans la misère. Il se retrouve seul, isolé, à faire ses petites recherches dans son coin et le 31 mai 1875, Eliphas Levi Zahed meurt. Il est inhumé à Issy-les-Moulineaux et peu de temps après, son corps sera déterré pour être jeté dans une fosse commune. Je profite du changement de chapitre pour glisser une petite pub vite fait. Sur la boutique, je viens de rentrer des tout nouveaux t-shirts à l'image d'Eliphas Levi. Le design est fait par votre serviteur, tous les tissus sont bio et ils sont imprimés en France. J'en ai également fait un avec Aleister Crowley, je vous mets les liens en description, et je pense qu'il y aura tout un tas de t-shirts sur les personnages célèbres de l'occultisme. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un que vous voulez voir en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Bon alors, pour bien cerner la philosophie d'Eliphas Levi, il faut évidemment se plonger dans ses œuvres, mais je vais tenter de résumer sa pensée, et pour ça il y a 4 mots célèbres dans la plupart des traditions initiatiques qui collent plutôt bien à ses travaux. Savoir, oser, vouloir, se taire.
Savoir, c'est acquérir la connaissance avant de commencer quoi que ce soit. Oser, c'est avoir le courage d'entreprendre une action. Vouloir, c'est consolider la volonté de ses actes. Et enfin, se taire, car la connaissance de la magie ne doit pas être accessible à tous. Je vois souvent des gens grincer des dents quand je parle de ça parce que le fait que ce ne soit pas accessible à tous laisserait entrevoir une forme d'élitisme, alors que ce n'est pas vraiment le cas. La pratique de la magie et de la plupart des disciplines occultes peuvent potentiellement donner du pouvoir, et si elles sont rendues difficilement accessibles, c'est pour éviter qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Bon, d'ailleurs, quand on y réfléchit, tout est accessible en fait. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des bouquins avec un tas de rituels très détaillés ou des invocations puissantes, mais pour en comprendre l'essence, il faut beaucoup travailler. Travailler sur soi et aussi être vertueux. Donc si c'est dissimulé derrière du vocabulaire complexe et une farandole de symboles, c'est pas pour faire de l'élitisme, mais pour essayer de garder la pureté de la tradition. Oui, parce qu'il y a un truc important à comprendre, c'est que quand on diffuse quelque chose au plus grand nombre, ça devient très souvent vulgaire. Je vais faire une petite digression et je vais prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais que je maîtrise de par mon métier. Au début des années 2000, j'ai vu arriver ce genre de tableau, une photo de Londres en noir et blanc avec juste la cabine en couleur. À l'époque, il coûtait plutôt cher et c'était une petite révolution. Bon, le terme est peut-être un peu fort, mais à l'époque, l'utilisation de Photoshop ou d'autres logiciels de retouche n'était pas aussi accessible que maintenant. Il n'y avait évidemment pas de smartphone pour faire ça avec une application. Ouais, du coup, c'était quand même une petite révolution. Quelques temps plus tard est sorti le même concept avec New York en noir et blanc et un taxi en couleur. À l'époque, c'était vraiment classe et personnellement, je me souviens avoir passé des heures à regarder ces tableaux quand je les voyais dans un magasin de décoration haut de gamme. Ensuite, il y a les grandes enseignes de moyenne gamme qui sont arrivées, qui ont fait imprimer des millions de tableaux comme celui-là, et dans la foulée, pareil dans les enseignes bas de gamme type Foirefouille ou Jiffy. Au début, c'était un tableau novateur, subtil et de bon goût, et avec le temps, c'est devenu un truc kitsch qui sert au mieux à décorer la salle d'attente d'un médecin de campagne. Alors ouais, je suis vraiment désolé si vous avez un tableau comme ça chez vous, mais aujourd'hui, c'est quand même communément admis que c'est plutôt kitsch. Deuxième exemple pour le fun, aux alentours de 2010, je bossais dans la vidéo et un petit peu dans le graphisme et j'ai vu arriver une nouvelle typographie qui s'appelait Lobster. Elle était vraiment belle, un peu fun mais pas trop, sérieuse mais pas trop, vintage mais un petit peu moderne, c'était vraiment une bombe et les premiers graphistes à l'utiliser étaient dans le top 10 mondial. Du coup, ils l'utilisaient avec une grande subtilité dans un contexte vraiment précis et c'était super élégant. La typo s'est retrouvée sur un site grand public type Dafonte, et là, c'est parti en sucette. On a commencé à la voir sur des devantures de kebab, de barbier, sur des sites en tout genre, sur des packagings de plein de produits différents. Bref, elle a été utilisée massivement, n'importe comment, et aujourd'hui, alors personnellement, elle m'arrache les yeux, alors que je la trouvais jolie au début, et globalement, dans le milieu du graphisme moyenne gamme et haut de gamme, c'est une typo qu'on n'utilise plus du tout. Tout ça pour dire que quand quelque chose est utilisé par un petit groupe d'individus expérimentés et initiés, ça donne quelque chose de pur. Mais si ça tombe dans les mains de la masse populaire, ça devient quelque chose de vulgaire. Regardez par exemple la magie, puisque c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Il y a une quantité astronomique de demoiselles qui se prennent pour des sorcières sur Instagram ou sur TikTok, et c'est absolument ridicule. Des éditeurs grand public sortent des livres complètement bidons sur la sorcellerie pour suivre la mode et ils sont en train d'en faire quelque chose de vulgaire et qui n'a aucun rapport avec la tradition originale. Donc il ne faut pas tomber dans l'élitisme, mais il ne faut pas non plus tout dévoiler au risque d'en faire quelque chose de vulgaire. D'ailleurs, on me reproche de temps en temps de ne pas aller au fond des choses et de laisser des éléments importants de côté. Eh bien sachez que c'est volontaire. Bref, revenons à notre ami Eliphas Lévy et parlons maintenant de clavicule. Il s'agit de deux os longs présents chez certains mammifères, notamment chez l'être humain, et qui permet une jonction entre le thorax et... Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui c'est qui a touché au prompteur, putain? La clavicule est un petit os qui permet la jonction entre le thorax et l'épaule. Bah si, c'est ça pourtant. Ah non, pardon, clavicule vient du latin clavicula qui signifie petite clé. Ah bah oui, petite clé, je me disais aussi. Non, mais autant pour moi, effectivement. Clavicule vient effectivement du latin clavicula et signifie petite clé. Et Eliphas Lévy en a listé 6 pour la pratique des sciences occultes. La première, c'est les 22 règles du mage, qui font écho aux 22 arcanes majeurs du tarot ou aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque.
Alors je ne vais pas lister ces 22 règles, mais je vous les mets à l'écran et je vous invite à faire pause si vous voulez les lire. Et si jamais vous voulez que j'en fasse une vidéo dédiée, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Deuxième clé, la dualité sagesse-connaissance, un point très important de la philosophie de notre ami Eliphas. La sagesse, c'est la morale, le recul, la prise de hauteur, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions justes et légitimes. En gros, c'est exactement ce qui nous manque dans cette époque où beaucoup de gens agissent selon leurs émotions en ayant la tête dans le guidon. La connaissance, c'est l'acquisition de savoir et la compréhension de notre environnement. Sagesse et connaissance sont complémentaires et une synergie nécessaire aux pratiques occultes. Troisième clé, le logos, manifestation de l'être. Eliphas Lévi considère que l'homme est une divinité qui a perdu le lien avec son état premier car il est piégé dans la matière. Mais une bonne nouvelle quand même, il reste une part de divinité en nous et c'est grâce à notre esprit individuel que l'on peut se reconnecter à notre état premier. Quatrième clé, la lumière astrale, qu'Eliphas Lévi appelle aussi le fluide. Il s'agit d'une force qui se trouve absolument partout, dans l'univers, dans les humains, les animaux, les végétaux, les objets, la terre, etc. Et la magie consiste à canaliser et projeter ce fluide. Cinquième clé, le symbolisme, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des traditions ésotériques. Un symbole n'est pas magique par sa forme, mais il est la représentation d'une force que l'on souhaite mettre en mouvement. C'est le véhicule d'une idée. Sixième et dernière clavicule, le libre arbitre, qu'Eliphas évoquait en parlant de ternaire. Tout ce qui existe est polarisé. Je l'ai dit un nombre de fois incalculable sur cette chaîne. Eh bien, Eliphas Lévi considère que le bien et le mal forment un principe binaire et que l'homme a le choix entre ces deux polarités. De ce fait, le libre arbitre de l'homme est un troisième élément qui vient s'ajouter aux deux précédents et former un principe ternaire. Le but d'Eliphas Lévi, c'était la pratique du grand œuvre, mais pas au sens alchimique du terme. Il considérait que l'alchimie était une pratique occulte parmi beaucoup d'autres, et que le grand œuvre est le fait de redonner son état divin à l'être humain. Nous étions des êtres divins au début de notre existence, et le grand œuvre d'Eliphas Lévi consiste à revenir à cet état primitif. Alors curieusement, il décrit les pratiques et les mécaniques des rituels, mais il n'invite pas à leur pratique. Il est même plutôt du genre à mettre en garde, car selon lui, ce sont des pratiques dangereuses. Souvenez-vous qu'une fois en Angleterre, il avait fait une invocation et l'esprit d'Apollonios de Tyane s'était manifesté. Eh bien, c'est une expérience qui l'avait traumatisé et il avait trouvé ça très dangereux. C'est pour ça qu'il n'encourage pas forcément à la pratique. Voilà les petits clous, j'espère que ce portrait vous a plu. N'oubliez pas le petit like qui va bien et le partage qui fait plaisir. Pour retrouver les t-shirts sur la boutique, ça se passe dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.